Monsieur Deme Kodjo, l'émission Tout sur Tous honore de vous avoir comme invité. Merci beaucoup. Les Camerounais qui s'honorent également de vous regarder aujourd'hui à la télévision connaissent probablement plus l'ancien secrétaire général de l'OUA que l'homme Deme Kodjo. Oui. Qui est Deme Kodjo? Et surtout, qu'est-il devenu? Deme Kodjo est un citoyen d'Afrique qui a eu des responsabilités au plan gouvernemental. Vous avez été ministre des Finances, ministre des Affaires étrangères. Et puis secrétaire général de l'OUA que j'ai quitté en 1983 après, disons, un mandat un peu étrange de 5 ans. Et depuis lors, je suis à Paris comme professeur à l'Université de Paris. Je dirige un institut de relations internationales et nous publions une revue qui s'appelle Afrique 2000. Comment s'appelle l'institut? L'IPRI, l'Institut panafricain de relations internationales. Alors, quel genre de cours donnez-vous? Nous ne donnons pas de cours, c'est pas un institut. Je dis comme professeur, oui. Comme professeur, j'enseigne l'économie du développement, après avoir enseigné aussi les relations économiques internationales. Compte tenu de mes nombreux déplacements, de mes nombreuses fonctions, parce que j'en ai encore, j'essaie de diminuer un peu les cours. Actuellement, j'enseigne que l'économie du développement dans le 3e cycle. Évidemment, vous parlez beaucoup. J'ai des étudiants camerounais. Ah bon? J'ai eu des étudiants camerounais. Évidemment, vous parlez beaucoup de l'Afrique. Ah, bien évidemment, je ne peux pas ne pas parler de l'Afrique. En quel terme? Je me sens très concerné par tout ce qui se passe sur notre continent et je ne peux pas rester silencieux devant le drame qui est le propre de notre continent, devant les problèmes extrêmement sérieux qui se posent sur notre continent. Et je pense qu'en tant qu'ancien responsable de l'OUA et en tant que citoyen tout court de la nation africaine, je dois apporter ma contribution par la réflexion au débat qui concerne l'Afrique aujourd'hui. Alors, vous parlez de drame, mais il y a aussi l'espoir qui est très présent dans tous vos écrits. Ah oui, je ne suis pas partisan de l'afro-pessimisme. Je considère qu'il ne faut pas tomber dans un excès de noirceur. Lorsqu'on parle du continent africain, on ne peut pas désespérer d'un continent qui a tout de même presque 500 millions d'habitants, et qui a des potentialités économiques extraordinaires. On ne peut pas désespérer de ce continent qui a des hommes bien formés maintenant. Et je pense que c'est une mauvaise passe que nous traversons en Afrique. Il faut que tous ensemble, nous fassions tout ce qui est possible pour sortir de cette mauvaise passe. Cette mauvaise passe, combien de temps peut-elle durer? Alors, ça dépend, elle peut durer encore une bonne dizaine d'années, elle peut prendre le temps d'une génération si nous tardons à prendre les mesures qu'il convient de prendre. J'espère que je verrai le début de ce redressement avant ma mort, en tout cas, je l'espère. Nous vous souhaitons de vivre très longtemps encore, en tout cas pour que nous puissions bénéficier de toute votre expérience. Mais là où vous êtes, en France, là où on cultive cet afro-pessimisme, est-ce que précisément on ne fait pas tout pour que l'espoir de cette Afrique qui renaît recule toujours? Oui, mais je crois qu'il appartient aux Africains de ne pas tomber dans ce piège.
Et chaque fois que j'ai l'occasion, je le crie et je le dis. Je crois qu'à un certain moment, on a voulu présenter les affaires d'une certaine manière, qui pouvait être extrêmement décourageante pour la jeunesse africaine, désespérante même. Or, cette génération nouvelle qui bouillonne partout en Afrique doit pouvoir trouver le chemin de l'espoir. Comme Frantz Fanon disait, chaque génération, dans une relative opacité, doit trouver sa mission, l'accomplir ou la trahir. Donc il faut donner la possibilité à la jeunesse africaine de trouver cet espoir, de trouver cette mission. Alors je me porte en général en faux contre toutes ces assertions un peu trop pessimistes. Notre situation n'est pas extraordinairement brillante, nous avons des difficultés considérables. Mais enfin, je crois que lorsque j'étais étudiant en France, il y a quelques décennies. Déjà, vous étiez à l'ENA notamment, je dois le signaler à nos téléspectateurs. Disons qu'on désespérait de l'Inde, par exemple. On disait que l'Inde ne pouvait jamais s'en sortir, que cette masse humaine misérable ne pouvait jamais faire un pays digne de son nom. Aujourd'hui, 20-25 ans après, l'Inde est en train de démontrer que malgré l'évolution démographique très forte, on pouvait obtenir des résultats dans le domaine de l'agriculture. N'oubliez pas que lors des dernières grandes famines africaines, l'Inde nous a envoyé 100 000 tonnes de céréales. Et l'Inde a une industrie qui a des problèmes, mais enfin une industrie qui tient la route, pour parler d'un langage simple. Je pense que l'Afrique doit prendre exemple sur un certain nombre de pays qui ont réussi pour affirmer sa positivité et éviter de tomber dans ce pessimisme qui ne ferait que décourager la jeunesse et les populations du continent. Vous avez pris l'exemple de l'Inde, vous auriez pu prendre aussi celui du Japon, qui était dans des difficultés énormes. Le Japon, à la fin de la guerre, était totalement détruit. Les Américains ont imposé une constitution démocratique dans ce pays. Le pays s'est résolument tourné vers une stratégie de développement très dynamique et très active. Et le Japon, disons 25 ans après la guerre, ou 30 ans après la guerre, le Japon est devenu 40 ans après la guerre. Le Japon est devenu d'abord troisième puissance économique mondiale, et puis seconde. On peut même se poser la question si le Japon n'est pas premier, tout simplement. Ce discours-là, qui entretient l'espoir sur l'Afrique de demain, est-ce qu'en France et en Occident, d'une manière générale, n'est pas un peu une voix dans le désert qui vous écoute? C'est vraiment la vox clamantis in deserto, c'est vrai, la voix de celui qui parle dans le désert. On m'écoute peu, mais enfin, vous savez, je pense qu'il ne faut pas désespérer quand on a décidé de dire vrai, de parler vrai. Il faut toujours dire ce qui est. Et je crois d'ailleurs que l'afro-pessimisme ambiant en Europe est quelque peu tempéré par plus de modération. De temps en temps, on voit encore les hebdomadaires dire la faillite de l'Afrique, l'Afrique s'effondre. La réalité, c'est que le continent africain a ses problèmes, comme d'autres pays ont leurs problèmes. Le continent africain n'a pas un bilan, disons, à 100% négatif. Désastreux. Négatif, ce n'est pas possible de dire cela. Il y a eu tout de même une formation considérable de la richesse humaine, de la ressource humaine qui existe et qui demain fécondera un développement de tout le continent. Je suis, disons, modérément optimiste. Je ne suis pas d'un optimisme béat quand on vous dit le nombre d'Africains atteints par le sida, quand on vous parle de l'état de dégradation de notre infrastructure sanitaire, quand on vous parle de la lente déclivité de nos structures scolaires. Toutes images qui sont souvent excessives. On peut être tenté de croire que rien ne se fait sur le continent. Enfin, tout de même... Il y a des efforts. Nous y vivons quand même. Moi, je suis en Afrique tous les 15 jours et je sais très bien qu'il n'y a pas que du noir, il y a aussi quelques réalisations. Heureusement, à votre analyse, d'où vient l'afro-pessimisme et qu'est-ce qui fait que cet afro-pessimisme soit parallèle à l'euro-optimisme?
Mais vous savez, nous avons eu aussi droit à l'europessimisme il y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, je peux vous dire que en 1988, quand j'écrivais mon second livre, L'Occident du déclin au défi, c'était plutôt l'europessimisme qui était en vogue. On désespérait de ce continent, on estimait que les États avaient des politiques, disons, partisanes et individualistes, que finalement le continent manquait de jus, d'éthique, de motivation morale. Et on avait toute une série de thèses très pessimistes sur l'Europe, et puis souvent on est passé de l'euro-pessimisme à l'euro-optimisme. Lorsque l'acte unique a été signé, que de nouveau il était devenu clair que ce continent entendait relever les défis de l'an 2000, on est passé de l'euro-pessimisme du jour au lendemain, overnight, tout de suite. Donc je pense que... C'est le fait d'un simple hasard historique? Oui, probablement, mais c'est aussi le fait que, en ce qui concerne l'Afrique plus précisément, pour ce qui concerne l'Afrique, je crois qu'à un certain moment, il faut avoir le courage de le dire, on a voulu épingler ce qui n'allait pas sur le continent africain pour secouer un peu le cocotier, secouer les consciences africaines. Et je ne dis pas que ce soit un tort, mais je crois qu'on est allé un peu trop loin dans la description de l'afro-pessimisme. Et je pense qu'il faut savoir raison garder. Il faut se situer dans le juste milieu. C'est la bouteille à moitié vide ou la bouteille à moitié pleine. Il faut savoir par quel bout on considère la bouteille africaine. Seulement dans l'évolution, il y a des responsabilités africaines authentique dans cette évolution. Je suis le premier à l'avoir d'ailleurs dit et dénoncé. Parce que je ne suis pas un ouvrier de la 11e heure sur les affaires africaines. En 80, lors de la préparation du sommet économique des chefs d'État, j'avais fait des discours qui n'étaient pas tendres, des discours qui étaient destinés à secouer la conscience africaine. Et je ne le faisais pas parce que je trahissais mon continent, mais parce que j'avais conscience qu'il fallait qu'on se réveille. Les grands enjeux internationaux m'étaient connus. Peut-être j'avais la chance, de par ma position à Addis Abeba, de sentir un peu le pouls des grands débats de demain. Et je considérais que nous risquions d'être totalement marginalisés si nous ne réagissions pas immédiatement à un certain nombre de facteurs. Et c'est pour ça que j'ai été très très alarmiste en 1980 en disant l'Afrique se meurt, si on ne fait pas attention, l'Afrique est morte. Et cela a permis l'adoption du plan d'action de Lagos, qui malheureusement n'a pas été appliqué comme il aurait fallu l'appliquer. Qu'est-ce qui manque? La volonté politique? Je crois qu'il a manqué la volonté politique. Il a manqué aussi, je crois, finalement, une coordination internationale sur le plan. J'avoue que si j'avais à refaire le plan d'action de Lagos, je tâcherais de faire en sorte que ça n'apparaisse pas comme étant quelque chose d'attentatoire à la possibilité qui est donnée aux autres institutions internationales de donner leur mot d'ordre sur l'Afrique. Je crois que c'est ça qu'il faut conserver à l'esprit. Lorsque le plan d'action de Lagos est sorti en 1980, un an plus tard, la Banque mondiale faisait sortir un rapport Berg, le rapport du professeur Elliott Berg, qui prenait le contre-pied du plan d'action de Lagos dans toutes ces directions. Et je crois qu'on n'a pas eu le contact et le dialogue avec la Banque mondiale suffisamment. Nous avons dû avoir avec M. Adedeji, le secrétaire exécutif de la CEA, qui a aussi, au même titre que moi, disons, l'un des pères du plan d'action de Lagos, nous avons dû ajouter plus de diplomatie à notre raisonnement, disons, de type cartésien. Nous avons dû ajouter un peu de contact humain, voir la Banque mondiale, discuter avec le fonds, pour qu'il entre dans nos vues. Au moins qu'on discute ensemble nos vues. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont plus de moyens que nous, ils ont la possibilité de parler à nos responsables, ils ont fait prévaloir sur la stratégie endogène du plan d'action de Lagos une stratégie relativement copiée sur ce qui se passait en Asie du Sud-Est, qui est celle de l'ouverture la plus totale sur le marché extérieur, le libéralisme à tout prix. Je ne suis pas contre le libéralisme, mais finalement, eux
eux non plus n'ont obtenu aucun résultat. Et en définitive, aujourd'hui, l'ajustement structurel n'est qu'une conséquence, l'une des conséquences des stratégies qui ont été adoptées à ce moment-là. On était en train de parler des responsabilités internes, mais puisque vous parlez d'une institution de Bretton Woods, la Banque mondiale, est-ce que ces institutions connaissent la réalité africaine profonde pour proposer des thérapeutiques qui soient adaptées au mal? Je crois qu'ils connaissent les réalités africaines. Ils n'ont pas vécu peut-être personnellement en Afrique, mais la plupart des fonctionnaires du Fonds monétaire international de la Banque mondiale sont tout de même des hommes qui ont des dossiers bien faits et qui connaissent peut-être souvent mieux que nous-mêmes un certain nombre d'éléments économiques sur nos pays. Je ne peux donc pas dire que ce soit là où le bas blesse, en fait. Je dirais... Mais qu'est-ce qui fait que leur plan d'ajustement soit des espèces de camisoles de force qu'on essaie de placer à tous les pays et qu'ils soient des modèles standards de redressement économique? Oui, je crois que c'est un reproche que la Banque mondiale, le Fonds accepte, c'est que, ils essayent d'y remédier désormais, c'est que il y a une idéologie derrière l'action de la Banque mondiale et du Fonds, indéniablement. Et cette idéologie est une idéologie, disons, du type libéral et du libéralisme qui entend donner plus de liberté de décision, plus d'esprit d'initiative dans nos pays, ce qui n'est pas une mauvaise chose du tout. Ce sont les derniers à avoir lancé la pierre. Mais je crois qu'ils n'ont pas souvent su adapter leur stratégie à la spécificité de chaque pays pris en tant que tel. Et ils se sont dit, dans tous ces pays, voici ce que nous constatons. Nous constatons des déséquilibres fondamentaux des comptes, que ce soit des comptes internes comme le budget, que ce soit des comptes extérieurs comme la balance des pays. Nous constatons des déséquilibres au niveau même du secteur de la production. Il y a un secteur parapublic, public extrêmement développé, budgétivore et développé, un secteur privé inexistant et soutenu, en quelque sorte, pas suffisamment soutenu. Et ils constatent que, au fond, la fonction publique est assez pléthorique et ils se disent en définitive que ce soit au Sénégal ou au Cameroun, que ce soit au Kenya ou au Ghana, c'est à peu près les mêmes problèmes que l'on trouve partout. Donc, notre médecine peut aller à peu près partout. C'est peu à peu qu'ils se sont rendus compte qu'il fallait adapter, dans certains cas, la médecine à certaines circonstances. Je crois que si on prend le cas du Ghana, par exemple, dans le cas du Ghana, ils ont plutôt réussi à adapter une stratégie corrigée ensuite qui permet le Ghana d'avoir un processus d'ajustement structurel à visage relativement social. Vous voyez-vous une alternative à l'ajustement structurel? Je vais vous choquer. Oui. Je vous dirai tout de suite que je ne vois pas beaucoup d'alternatives à l'ajustement structurel. Je sais que ça choque énormément l'opinion d'une certaine élite. Je vais vous dire une chose. Le B à bas de l'économie, c'est ceci. Lorsqu'une économie est en déséquilibre, il faut le rééquilibrer. Alors, avec ou sans le Fonds monétaire, avec ou sans la Banque mondiale, il faut rééquilibrer. Et je dirais d'ailleurs qu'en Afrique, certains pays ont essayé de rééquilibrer sans les institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire sans le Fonds et sans la Banque. Malheureusement, je crois que il y a une espèce de tacite convention entre les financiers internationaux qui fait que lorsque vous voulez redresser tout seul, vous pouvez le faire, mais vous n'avez pas les crédits nécessaires pour redresser tout seul. Mais si par contre vous redressez en ayant le concours du FMI, de la Banque mondiale, en ce moment-là, vous avez des financements pour ce faire. C'est tout le problème. Celui qui peut redresser sans faire appel à la banque au fond n'a aucun problème. Il redresse son économie, mais dites-nous bien, nous devons nous dire ceci. Une économie en déséquilibre doit être rééquilibrée en tout état de cause. Avec les sacrifices qu'il faut. Je ne peux pas prêcher
le faux aux Africains. Je leur dois la vérité. Nous devons encore serrer la ceinture et faire des efforts, mais à condition que ce soit tout le monde qui serre la ceinture, que ce soit tout le monde qui fasse des efforts, que ces efforts soient équitablement répartis dans toutes les couches sociales, de façon que certains n'aient pas le sentiment qu'ils sont les seuls à supporter le coût de l'ajustement. C'est tout. Alors je parlais des sacrifices. Ils sont, à votre avis, le passage obligé, les sacrifices qu'il faut faire. Un passage obligé. Là, je dirais aussi quelque chose pour revenir à ce fameux débat sur l'ajustement structurel qui commence d'ailleurs par m'échauffer les oreilles, parce que je dirais tout simplement que un des torts de l'ajustement de Bretton Woods, c'est d'être un ajustement un peu trop limité dans le temps. Je crois quand même qu'il faut laisser le temps au temps, donner la possibilité aux économies africaines de respirer un bon coup, surtout lorsque des efforts ont été faits, soutenir massivement ces efforts. Je crois qu'on n'a pas pris le chemin, et toutes les initiatives dont on parle, que ce soit le plan Becker ou le plan Brady, que ce soit même les gestes que certains pays occidentaux font en annulant partie de la dette, ne sont pas des solutions, à mon sens, définitives aux vrais problèmes qui se posent au continent africain. Professeur Adem Kodjo, je voudrais que les téléspectateurs camerounais moyens comprennent bien cette notion d'ajustement structurel et les acteurs qui sont derrière elle. Qu'est-ce qui donne aux institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, pour ne parler que des plus connus, la force qui est la leur? Mais je crois que la force vient de ce que, tout d'abord, ils ont le soutien des bailleurs de fonds internationaux, que ce soit les États, que ce soit le système bancaire. Et rien ne peut se faire sans eux. Rien ne peut se faire sans eux. Je dis qu'il y a une espèce de convention tacite entre ces institutions et le monde du financement, que ce soit les États ou les banques, pour que ces organismes soient le passage obligé de tout financement. Si vous faites des efforts, vous passez un accord, un programme d'ajustement structurel avec ces institutions, et qu'au bout de quelques temps, les résultats se font sentir, il est évident qu'il y a des mobilisations de fonds. Je me rappelle, le cas du Ghana, récemment, il y a plus d'$1 milliard qui avaient été mobilisés venir au secours de l'économie ghanéenne dans le cadre d'une politique d'ajustement structurel. Mais en fait, la question que vous posez, je l'ai bien compris, c'est de savoir est-ce qu'il n'y a pas là une intrusion absolument inacceptable dans les affaires intérieures des États, une interférence dans le domaine réservé des États, c'est certain. Mais à partir du moment où vous avez des économies faibles, vous exposez, c'est historiquement fondé, à vous faire dicter un certain nombre de lois par l'extérieur. Et il faut accepter la pilule du médecin. Ben oui, parfois. Même si elle est amère. En fermant les yeux, en se disant, un jour je changerai peut-être de médecin. Je n'aurai peut-être plus besoin. Oui. Alors je voudrais qu'on parle d'un de vos dada, l'Afrique à l'horizon de cette Europe de 93. Comment la voyez-vous? Oui, je pense que le monde change très vite. Le monde dans lequel nous vivons est un monde qui est en ébullition constante, et le progrès scientifique et technique est un facteur considérable de cette évolution. Je vois avec beaucoup d'appréhension le changement même de la nature de l'économie. Aujourd'hui, l'économie n'est plus toujours axée sur la production des richesses. Je vois qu'il y a de plus en plus ce qu'on appelle une déconnexion entre la production et les finances. Aujourd'hui, on peut se faire beaucoup d'argent, on peut parler en langage simple, en bourse, dans les opérations d'intermédiation qui n'ont rien à voir avec la production réelle. Ce qu'on appelle en économie le flou réel. Alors ça s'accentue, ce phénomène. Et ça accentue aussi le fait que les matières premières sont en train de perdre considérablement de leur impact dans l'économie. Les progrès de la biotechnologie surtout, et quelques autres progrès scientifiques font que demain on pourra produire un certain nombre de biens que nous fournissons nous
pays producteurs de matières premières par des méthodes scientifiques. Dans les pays d'Europe et d'Amérique, les pays du Nord. Donc, je me dis, il est temps pour nous de secouer un peu notre torpeur, considérer les évolutions qui se passent. Et ces évolutions, c'est aussi la marche forcée vers ce qu'on appelle les espaces mondes et les économies mondes. Aujourd'hui, plus personne ne se contente d'un petit précaré pour assurer le développement économique. Plus de relations privilégiées. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que plus personne ne se contente de développer son économie dans son cadre territorial. On essaie de développer de grands ensembles. C'est le cas des pays d'Asie du Sud-Est. Aujourd'hui, l'ASEAN, c'est-à-dire l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est, est en train de se conforter, non plus comme zone de concertation vague, mais comme zone d'action sous l'influence des pays comme le Japon. Et le Japon qui a autour de lui tous ces pays maintenant développés qu'on appelle les nouveaux pays industriels, est en train de se constituer une zone de coprospérité. C'est un espace là, qui est un espace où les taux de croissance économique sont de 8 à 10% par an. C'est considérable. Alors, si vous prenez l'Europe, elle est en train de se structurer. Elle a 324 millions d'habitants aujourd'hui, elle est première puissance commerciale du monde, l'Europe unie, et on frappe à ses portes. On frappe à sa porte. Qui frappe à sa porte? C'est ces voisins est-européens qui viennent de briser le carcan monolithique communiste, qui nous demandent qu'à aller coopérer avec cette Europe-là. La petite Europe, celle des pays neutres, la Suède, l'Autriche et puis quelques autres pays aussi demandent à aller s'intégrer à cette Europe. M. Gorbatchev parle de maison commune européenne. Donc cette Europe est un espace en construction. Les Européens eux-mêmes ne savent pas quel sera leur espace demain. On connaît la CE, bien sûr, les 12, mais demain, ils pourront être 18, ils pourront être 25, et ils sont en train de constituer la réunification de l'Allemagne n'étant qu'un prélude vers cette évolution. Bien sûr, une zone de coprospérité là-bas aussi. Et nous, alors en Afrique, dans tout cela, je ne sais pas, l'Amérique est en train de faire avec le Canada, et bientôt le Mexique, une zone de libre-échange qui va être aussi fabuleusement riche, parce que la main-d'œuvre mexicaine va être au service de ce développement. Alors, nous, pendant ce temps, qu'est-ce que nous faisons? Alors, je voudrais que les Africains prennent conscience de ces enjeux. Il y a deux sortes d'enjeux. Les enjeux scientifiques et techniques et les enjeux de création d'espace, qui sont des économies mondes. Comment allons-nous réagir face à cela? Allons-nous attendre d'être totalement marginalisés? C'est pour cela que plus que jamais, la coopération régionale africaine est une nécessité absolue. Je ne parle même plus de coopération. Je ne parle même plus d'intégration économique. J'envisage purement et simplement l'intégration politique de nos États. Pour que nous soyons des ensembles où nous pouvons faire l'industrialisation. Parce qu'aujourd'hui, l'expérience montre que nous n'avons pas réussi dans la politique d'industrialisation. Nous manquions de marché, je ne veux pas entrer dans... nous n'avons pas fait de bons choix. Nous n'avons pas fait les bons choix. Et lorsque même les bons choix ont été faits, nous n'avons pas toujours su gérer tout cela. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut en arriver à la théorie des pôles fédérateurs. Je suis heureux de constater que un de vos jeunes compatriotes, Achille Bembe, dans une étude remarquable dans le monde diplomatique de ce mois-ci, a un peu repris cette idée de pôles fédérateurs en faisant des pôles de croissance et de développement. Mais il faut des pôles. Il faut que nous acceptions de faire octroi d'une partie de notre souveraineté nationale dans certains pôles pour que nous entamions enfin le processus de développement. Le monde ne nous attend pas. Alors là que je voudrais que les Africains comprennent bien, le monde ne nous attend pas. Alors lui, Achille Bembe dit quelque chose d'assez inquiétant pour nos micronationalismes, à savoir qu'à cet horizon-là, qu'on ne peut peut-être pas situer maintenant, au-delà de 2000, peut-être 2010, il va exister cette notion de pôle de développement. Il voit en Afrique noire, en Afrique d'une manière générale, il voit un pôle autour du Nigeria, il voit un pôle autour de l'Afrique du Sud peut-être. Alors,
que vont devenir nos micronationalismes dans tout ça? Est-ce que ce n'est pas inquiétant à long terme pour nos petits États? Oui, mais c'est ce qu'il appelle les pôles, je vous dis encore une fois, a été décrit longuement dans Aide de l'Afrique, dans le chapitre qui s'appelle le panafricanisme rationnel. Dans ce panafricanisme rationalisé, j'essaie de démontrer qu'il faut que nous ayons le courage de reconnaître qu'il y a des zones de croissance, des zones autour desquelles peuvent s'agréger un certain nombre d'économies. Il y a de plus en plus une notion qui commence à se développer, c'est celle d'une Afrique utile. Oui. Elle est tragique comme notion, mais tout à fait. De plus en plus, j'entends dire qu'il y a une Afrique utile. Et cette Afrique utile, c'est certains pays comme le Nigeria, des pays d'Afrique centrale comme le vôtre et quelques-uns des pays voisins qui ont quand même une capacité, quand même tout de même un potentiel économique en matière énergétique surtout important, ressources humaines aussi, et une Afrique utile dans la partie australe, autour de l'Afrique australe. De plus en plus, on est en train de considérer qu'une sorte d'Afrique à deux vitesses, et les investisseurs considèrent qu'il faut bien aider l'Afrique utile et laisser tomber l'Afrique qui serait une Afrique inutile. Alors, qu'est-ce qui est le mieux pour le continent africain? Se laisser aller à ces espèces de division où il y aurait une Afrique utile et on abandonnerait une partie de nos frères, l'Afrique inutile, ou de se rallier à des points de vue comme ceux que je défends depuis de longues années, c'est-à-dire prendre autour des pôles les plus riches un certain nombre de pays qui ne sont pas riches et faire un ensemble. Parce qu'il n'y a jamais de pays complètement pauvres. Il y a des pays qui ont la population, qui n'ont pas les richesses, et d'autres qui ont les richesses, qui n'ont pas la population. Et sont des pôles, ceux qui ont à la fois la richesse, la population et le facteur scientifique et technique. Et dans cette optique-là, la perestroïka à la sud-africaine est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose, évidemment. Dans cette optique et en tout état de cause, c'est une bonne chose parce que nous souhaitons tout de même que ce pays, qui est un pays immense, qui est un pays riche, qui est un pays phare, puisse se développer en paix, en tranquillité. C'est pour ça que j'ai toujours soutenu l'initiative de M. De Clercq. J'ai été un des premiers à le dire et à le soutenir sans la moindre réserve en disant voilà un homme courageux. Et ce qu'il propose, nous devons l'étudier. Et nous devons faire en sorte que la communauté noire et la communauté blanche trouvent un modus vivendi qui permette aux uns et aux autres de vivre ensemble. J'ai même jusqu'à conceptualiser une sorte de formule en disant il y a le modèle zimbabwéen, il y a le modèle namibien qui peuvent servir, et surtout le modèle namibien, plus que le zimbabwéen, peuvent servir de modèle à la construction en Afrique du Sud. Il faut bien que l'Afrique du Sud survive comme entité économique solide. Il faut bien que les Blancs d'Afrique du Sud restent en Afrique du Sud. Je préfère les voir là que de les savoir en Australie ou partir avec tout ce qu'ils ont comme potentiel. Bien sûr. Et je pense qu'il faut bien que nous considérions qu'il y a là un pôle. Et cette évolution-là peut survivre à des personnes mythes comme Mandela? Oui, probablement. Mandela jouera un rôle fondamental parce qu'il est arrivé à temps. Et c'est là l'une des habiletés et la marque de l'intelligence de M. De Clercq. C'est d'avoir compris que dans cette période, il faut un mythe pour résoudre le problème sud-africain. Et ce mythe vivant, c'est Nelson Mandela. Si le couple De Clercq-Mandela ne se dissout pas, alors j'ai confiance qu'on doit pouvoir arriver à une solution. Il y a toujours les extrémismes de tout bord. Il y aura toujours les extrémismes de droite animés par les hommes que nous connaissons bien, et puis les extrémismes de gauche animés par certaines franges de nos frères noirs. Mais nous arriverons à surmonter tout cela, je suis persuadé, et à construire une Afrique du Sud qui tienne. Alors, vous avez été le premier, pour revenir aux responsabilités internes au pays africain, vous avez été le premier à diagnostiquer le mal africain. Que tiennent dans votre diagnostic, quelle place tiennent des tares
comme la corruption, des tares comme l'évasion des capitaux, des tares comme ce que vous appelez le despotisme obscur. Oui, cet art tient une place importante dans le monde africain. Et je dirais que cet art, non seulement ont contribué à réellement retarder notre évolution économique, mais sont en train de totalement déformer notre image de marque. Je crois que, perçu du large, perçu de l'extérieur, l'Afrique, c'est le continent de la corruption, c'est le continent de gens irresponsables. On présente nos chefs d'État souvent et ça vous fait mal parce que de toute façon nous préférons avoir à les critiquer entre nous plutôt que de les voir exposés. Et c'est combien nous tenons à notre dignité. Nous tenons beaucoup à notre dignité et je ne rentre jamais dans ce jeu-là. Ce que j'ai à dire, je préfère le dire entre nous plutôt que d'aller exposer sur la place publique nos responsables parce que ça ne fait aucun bien pour notre image de marque. Et le despotisme obscur, ce que j'appelle le despotisme obscur, puisque j'aime bien fabriquer des formules, c'était une façon de décrire les systèmes monolithiques qui ont prévalu pendant quelque temps sur notre continent et de montrer que, à l'inverse du despotisme éclairé qui, dans l'Europe du XVIIIe siècle, avait permis le démarrage, le décollage d'un certain nombre de pays, le despotisme obscur n'a pas suscité, n'a pas réussi en tout cas à faire mettre le pays sur la voie du développement. Je pense qu'il faut que nous nous attaquions à cet art. Parce que tant que notre image sera aussi mauvaise et que l'on considérera qu'il n'y a rien à faire sur ce continent, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Nous devons donc nous attaquer en priorité au problème du despotisme. Faire en sorte que des systèmes démocratiques surgissent. Je sais qu'il y a toujours des débats entre intellectuels pour savoir s'il y a un lien scientifique précis entre démocratie, multipartisme et développement. Vous savez, la réponse est simple. Nous ne sommes pas la matière humaine, la politique en tant que science ne peuvent pas être quantifiées. Il n'y a pas d'équation mathématique. C'est une science éminemment sociale. Nous pouvons prendre des diagnostics, poser des diagnostics et proposer des solutions que par rapport à une expérience vécue et dont les résultats sont clairs. Et je réponds que, en réalité, les résultats du système monolithique pendant 30 ans sont clairs. Ça, on peut au moins le toucher du doigt. Personne ne peut dire le contraire. En tout cas, c'est à partir de là, personne ne peut nous dénier le droit de dire essayons autre chose. Moi, dans cette affaire, je ne me passionne pas outre mesure. Je dis tout simplement, et si on peut nous démontrer le contraire, eh bien qu'on me le démontre. Parce que l'expérience, il y a des expériences dans tous les sens. Comme dira la Corée du Sud, Singapour n'ont jamais pu se développer que sous des systèmes musclés, que l'Espagne de Franco, l'Italie de Mussolini, en tant que je me garderais bien moi de prendre comme exemple et l'Italie de Mussolini et l'Espagne de Franco. Je rappelle aussi tout simplement que prenez le peuple allemand. Je crois que c'est un peuple vraiment on ne peut pas dire que l'allemand de l'Est soit différent de l'allemand de l'Ouest. C'est la même langue, la même culture, la même philosophie. Voilà un peuple qui a été partagé en 1945, au lendemain d'une guerre, en deux parties. Et les deux parties ont opté pour des systèmes diamétralement opposés et totalement antagonistes. Le résultat, 30 ans après, nous le voyons. Alors voilà un cas au moins duquel on ne peut vraiment, on ne trouve rien à dire. D'un côté, un système de type libéral, démocratique, axé sur une économie, un certain type d'économie, et de l'autre, un système monolithique, axé sur un certain type d'économie. Les résultats sont là. C'est la grande fuite des Allemands de l'Est vers l'Allemagne de l'Ouest, c'est la réunification accélérée de l'Allemagne, et c'est aujourd'hui le souci de l'Allemagne de l'Ouest de faire en sorte que sa sœur, l'Allemagne de l'Est, devienne partie intégrante, convenable, partageant les joies, les richesses et les satisfactions des Allemands de l'Ouest. En tout cas, vous avez eu comme une prémonition en défendant cette thèse depuis au moins 1985, puisque ce livre que j'ai sous les yeux, qui est seulement un de nombreux ouvrages, et Demain l'Afrique, date de 1985. Donc aujourd'hui, on peut dire que l'histoire vous a donné raison. Mais dans quel sens vous donne-t-elle raison? Parce que plusieurs expériences sont tentées en ce moment de démocratisation de nos régimes. Côte d'Ivoire, Gabon,
Gabon, Zaïre, Cameroun, ainsi de suite. Est-ce que tout se passe à peu près partout de la même manière? D'abord, vous savez, je n'ai aucun motif de triompher. Vous savez, quand un intellectuel remplit sa mission, il remplit sa mission. Je pense que notre mission est d'essayer de voir un peu plus loin et d'avertir, de tirer la sonnette d'alarme. C'est ce que vous avez fait. Au moment opportun, c'est ce que j'ai essayé de faire. Je n'en tire aucune espèce de gloire. Deuxièmement, les expériences qui sont faites, je pense d'abord qu'elles sont assez jeunes pour qu'on puisse porter un jugement définitif là-dessus. Je dirais qu'il y a de l'espoir, mais il y a aussi des motifs de crainte. Il y a de l'espoir parce que finalement, si je vois les coûts sociaux de ces expériences, ces mutations, ils ne sont pas dramatiquement élevés. Je suis heureux que les choses, après quelques bouillonnements ici et là, n'aient pas débordé totalement au Gabon. Ça a pu être contenu. Côte d'Ivoire, la même chose. Dans les autres pays aussi. Ici au Cameroun, je constate qu'il y a plutôt le calme. Les esprits sont sereins et calmes. Et je vois donc que c'est un aspect positif. Mais on peut avoir des craintes. Les craintes d'une récupération pure et simple de la part de certains, n'est-ce pas, essayant de canaliser toute cette expérience démocratique dans un sens qui ne serait pas un sens réel. C'est peut-être pas parmi les 5 pays que vous citez que se trouvent les cas, mais on peut avoir des craintes légitimes. Est-ce que c'est une démocratisation qui se fait pour que et qui se joue franchement clairement, les cartes sont posées sur la table, ou est-ce qu'on risque de biseauter un peu les cartes, d'essayer de truquer les dés, et de faire en sorte que on ait des éléments que l'on contrôle? Ça aussi, nous devons avoir le courage de poser cette question. Cette question n'a pas été encore posée. Moi, je me propose de la mettre sur la place publique parce que si c'est pour faire quelque chose de factice, nous n'aurions mis qu'une emplâtre sur une jambe de bois. Et nous aurons des lendemains et des réveils brutaux. Je préfère que tout se passe dans le calme. L'Afrique n'a pas le temps à perdre dans des crises sociales qui ne feront que la retarder et qui ne feront que la discréditer davantage. Professeur Kodjo, le multipartisme qui est en train de s'instaurer dans plusieurs États africains, est-ce un multipartisme pour préparer véritablement une alternance ou un multipartisme d'agitation sociale? Si cela devait se traduire par un multipartisme d'agitation sociale, ce serait tout à fait irresponsable. Je pense qu'il faut que les futurs opposants ou les leaders des futurs partis fassent preuve d'une grande sagesse et d'une grande responsabilité. Je veux insister particulièrement sur un fait. Nos pays ont un patrimoine. Nos pays ont des impératifs. Nos pays ont réussi à mettre sur pied quelque chose. J'appelle tout ça notre patrimoine. Il faut que ce patrimoine soit défendu, soit sauvegardé, soit protégé. Je ne souhaite pas que le multipartisme se traduise par l'éclatement de nos pays. Je ne souhaite pas que le multipartisme se traduise par des destructions des maigres acquis de notre pays. Je dois avoir le courage de le dire. C'est très important. D'autant plus que vous avez défendu cette thèse-là du changement. Oui, je défends la thèse du changement. Je défends la thèse du changement vraiment responsable. Positif. Nous apporte quelque chose. Positif. C'est pour ça que je souhaite que le multipartisme soit un multipartisme d'alternance, qu'on ait la possibilité de dire dans la presse ce qui ne va pas. Et c'est en ce sens d'ailleurs que le multipartisme est positif. Ça établit forcément une certaine transparence. On peut dénoncer un certain nombre d'abus sur lesquels avant on ne pouvait rien dire. Tout cela a du bon. Il ne faut pas que ça se traduise par des attaques systématiques qui n'ont pas de fondement véritable.
il faut la recherche de la vérité. Il faut que tout un chacun, dans la mission qu'il va accomplir dans le cadre d'un système multiparti, soit responsable. Voilà, je crois. Alors on peut poser la question que pose un récent numéro de Jeune Afrique, sans tomber dans le piège de la généralisation, qui est tentant souvent là où vous êtes, en Occident. Que valent les opposants dans la plupart des pays africains? Mais je peux répondre. Moi, je les connais presque tous un peu. Hein. Et je dois dire que ce sont des gens qui me paraissent des gens plutôt responsables. Il peut y avoir des bavures. Oui. Personne n'est à l'abri d'un dérapage. Mais ceux des opposants qui se sont affirmés vraiment comme opposants de façon claire et nette me semblent jusqu'à présent des hommes relativement responsables, des hommes responsables. Et je crois que il faut que de l'autre côté on joue le jeu. Il ne faut pas que, parce qu'on demande aux hommes aux opposants d'être responsables, l'on essaye de truquer, de piper les dés de l'autre côté et d'organiser des élections législatives ou présidentielles qui soient plus ou moins manipulées. Moi, j'ai le courage de dire ce que je pense. Et là, vous mettez en cause l'administration? On peut mettre en cause l'administration. Il peut arriver. Qui est souvent inféodé au parti unique, qui a une longue existence. Que chaque préfet dans une circonscription a envie de se faire bien noter et que, bon, étant donné que dans certains pays, je connais des pays où le préfet est même le chef du parti. Le chef du parti, le chef régional du parti. Ça ne donne aucune chance à l'opposition. Ça ne donne aucune chance à l'opposition. Et dans ces conditions, je demande que tout le monde joue le jeu, c'est tout. Si l'opposition n'a pas le sentiment d'être systématiquement brimée, si l'opposition n'a pas le sentiment d'être poussée vers la sortie, si elle n'a pas le sentiment qu'on est en train de multiplier les choses trappes devant elle, il n'y a aucune raison de penser, compte tenu de la qualité des hommes que je connais, que les choses aillent plus mal qu'on ne le pense. Pour le cas du Gabon, en définitive, il y a eu un dérapage grave avec les événements de Port-Gentil. Et enfin, je dois dire quand même que depuis, je considère que l'opposition gabonaise s'est plutôt bien ressaisie. Et que, bon, de l'autre côté aussi, du côté du pouvoir, parce que les résultats finalement ne sont pas... Bien sûr, et je pense que le président Bongo a eu un rôle déterminant dans cette affaire. Moi, je sais toujours de raison garder et de trouver du bien dans ce que tout un chacun fait. Et si tout un chacun fait un mal, je le dis. Je trouve qu'au Gabon, bien sûr, les gens peuvent toujours dire ce n'est pas parfait, et il y a eu ceci, il y a eu cela, mais je pense que les résultats me semblent des résultats relativement convenables. Et moi, j'exhorte les uns et les autres à tenir le cap. Il viendra un jour, c'est peut-être l'opposition qui gagnera les élections. Si la Constitution est ainsi rédigée, le chef de l'État fera appel aux leaders de l'opposition pour composer un gouvernement. Alors, je crois qu'il faut encourager ces tendances. Mais de grâce, il ne faut pas jeter la pierre uniquement à l'opposition, jeter la pierre uniquement au pouvoir en place. Il faut que les deux segments de notre société jouent les jeux. Alors dans cette perspective, est-ce qu'une réforme de l'administration pour en faire une administration apolitique et une réforme de la justice pour en faire une institution véritablement indépendante, réellement un troisième pouvoir, ne sont pas des préalables à cette démocratisation en cours? Peut-être. En tout cas, en ce qui concerne la justice, il me semble que de toute façon, c'est l'une des premières revendications de tout le monde, c'est d'arriver à un pouvoir judiciaire qui n'a plus rien à voir avec le pouvoir exécutif. Aujourd'hui, je crois que vraiment nos pouvoirs judiciaires sont relativement inféodés au pouvoir exécutif. Un point, un trait. Bien. En ce qui concerne l'administration, ce sera une plus longue marche. Sans doute. Une plus longue marche parce que si vous posez cela comme préalable, vous risquez de retarder considérablement le phénomène démocratique. Mais le problème, professeur, c'est que l'administration est souvent chez nous. Les fonctionnaires constituent souvent la force sociale la plus importante. Alors, si les partis ne recrutent pas dans cette administration, dans cette fonction publique, où vont-ils trouver
leurs militants. Mais les partis recrutent dans l'administration de la fonction publique. Secrètement. Il faut faire la distinction entre les fonctionnaires d'autorité qui sont nommés, qui exercent des pouvoirs du genre préfet, qui doivent jouer des rôles d'arbitre, qui par fonction, je dirais, ont tendance à se pencher du côté du pouvoir et du gouvernement des autres fonctionnaires. Mais ce que l'on peut dire, c'est de lancer un appel au chef de l'État pour que les préfets aient comme instruction, autant que faire se peut, de jouer la règle du jeu. Si tant est que, on en revient à l'hypothèse que je soulevais tout à l'heure, il ne s'agit pas d'un processus manipulé, mais d'un processus authentique. Et cela peut bien se faire. On peut envoyer des instructions au préfet disant qu'il s'agit d'une consultation décisive pour l'avenir de notre pays. Essayer vous me direz que c'est un peu théorique parce que tout un chacun sait que, bon, on peut pencher de ce côté-ci ou de ce côté-là, mais la démocratie exige du courage et exige une profonde honnêteté intellectuelle. Et du temps aussi, non? Et du temps, probablement. Et du temps, en ce sens qu'il ne faut pas croire que du jour au lendemain, les oppositions gagneront tout, que tout se passera tranquillement, sans le moindre problème. C'est dans cette perspective qu'on peut parler de temps. La presse en Afrique, vous avez effleuré le sujet tout à l'heure. Quel rôle peut-elle jouer dans cette marche? Un rôle énorme. Vous êtes un chaud partisan de la liberté de l'information. Vous l'avez affirmé dans une interview que je relisais ce matin. Elle date de juin 81. Il va vous dire d'abord que la presse africaine m'a beaucoup fait plaisir. Ah bon, au Cameroun? Oui, au Cameroun. Vous avez lu quelques titres de la place? Oui, méfiez-vous, je lis beaucoup de titres. Et je trouve que, bon, il y a de temps en temps quelques excès dans la formulation de ceci et de cela, mais dans la mesure où on a pu acclimater assez rapidement une presse, disons, diversifiée, c'est excellent. Je vois dans des pays comme le Bénin, même le Togo, le Cameroun, Côte d'Ivoire, au Gabon, je vois une presse qui commence vraiment à poser des questions, à susciter des débats. Le fameux débat qui a tant manqué. Vous savez, si vous faites déjà débattre les gens, vous les calmez beaucoup. Vous savez. Donc ce fameux débat qui a tant manqué, amorce bien de tension. Aujourd'hui, ce débat est ouvert, il est sur la place publique, et je trouve que c'est bien. Je pense que les médias qui sont un peu plus officiels ne doivent pas prendre ombrage de l'existence de cette presse qui aura des hésitations au départ. Peut-être même il y aura des erreurs. Mais je crois que dans l'ensemble, il faut que nous encouragions l'émergence d'une véritable presse avec un code de la presse qui soit un code qui ne soit point scélérat, un code de la presse qui permette l'exercice de la fonction de journaliste dans le respect de la déontologie de cette fonction. Il y a une déontologie de la presse. Il faut que la presse d'opposition aussi apprenne à respecter cette déontologie. Mais ces médias officiels dont vous parlez doivent aussi trouver les moyens d'une certaine indépendance, non? Vous savez que ce que je constate, c'est que dans plusieurs constitutions africaines, on retrouve ce haut conseil de l'audiovisuel et de médias, qui est une affaire excellente, parce que je pense que la télévision a besoin d'avoir les coups de franche, la radio aussi, et c'est une bonne chose qu'il y ait au conseil qui disent le droit et qui essaient de protéger et les uns et les autres. Soit un tampon entre le pouvoir et les journalistes. Exactement. Et je pense qu'avec une institution de ce genre, vous-même vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise et les choses iront beaucoup mieux. Évidemment, on peut avoir l'impression de se dire oui, on ne va pas me considérer ou on me considère avec mépris parce que j'exerce dans la presse officielle. C'est faux. La presse officielle a joué un rôle fondamental. Les télévisions, les radios jouent un rôle fondamental dans le passé et continueront à jouer ce rôle, mais il faut maintenant les extraire, disons en quelque sorte. Il faut les rendre populaires. Il faut les rendre au peuple, en fait, c'est ça. Il ne faut pas que ce soit l'apanage d'un État et qui l'accapare au profit d'un parti. Mais il faut que ce soit quelque chose que l'on donne au peuple, avec accès réglementé à ces médias sous le contrôle d'un haut conseil de l'audiovisuel et des médias, disons. Professeur Adem Kodjo, le mois est haïssable, mais on peut difficilement vous rencontrer sans vous poser la question. Vous-même demain,
votre avenir? Vous avez des ambitions politiques? Vous savez, c'est une question que j'ai entendue 1000 fois, donc ça ne me déstabilise pas tout à fait. Ah bon? Disons que aujourd'hui j'occupe un créneau qui me satisfait assez. Je pense que partout en Afrique, je ne suis pas prétentieux, je ne crois pas l'être. La jeunesse africaine, les jeunes, je le sens quand je vais sur les campus, quand je vais dans les écoles. Je sens quand même qu'il y a une jeunesse africaine qui attend qu'on lui dise la vérité, qu'on lui détermine la voie à suivre. Et ça, j'ai le sentiment d'être une sorte de porte-parole. Sans aucun doute. Et donc, je pourrais m'en contenter, vous savez. Mais si les événements me commandent de mettre la main à la pâte, chez moi ou en dehors de chez moi, dans une institution internationale, mais de préférence chez moi, parce que maintenant j'aimerais bien rentrer chez moi, je n'hésiterai pas une seconde à le faire et j'exercerai. Aujourd'hui, quels sont vos rapports avec le régime en place à Lomé? Bon, je pense que je vous laisse vous-même juger, vous devez savoir. D'accord, j'ai tout compris. Maintenant, on va terminer cet entretien. Je voudrais vous demander de répondre en quelques mots à cette question qui est une de vos préoccupations constantes. Et demain l'Afrique, avec un certain nombre de préoccupations bien précises. Le franc CFA, les relations privilégiées avec certains pays comme la France. Qu'est-ce que tout cela va devenir? Des questions qu'on pose souvent, je vais y répondre rapidement, mais je ne sais pas en fait. Le franc CFA est lié au franc français dans un rapport fixe. Le franc français est dans le système monétaire européen, le SME. Ce système monétaire européen évolue vers une monnaie unique européenne. Ce ne sera pas en 92 comme les gens le pensent, probablement à l'an 2000. Mais cette monnaie européenne va sans doute trouver un modus vivendi avec le franc CFA. Je dirais qu'en matière monétaire, il faut faire preuve de prudence. Je considère que le jour où il y aura une monnaie européenne, dans le cadre de la Convention de Lomé, probablement que l'on commencera à trouver une sorte d'arrangement global des monnaies africaines par rapport aux monnaies européennes. Et je peux vous dire que ce ne sera pas un mal en soi. Je sais que sur ce chapitre, les Africains sont très sensibles. Ah oui. Mais je dois leur dire aussi que, à moins que les Africains créent entre eux-mêmes et rapidement une monnaie africaine, ce qui à mon sens, pose un certain nombre de problèmes que nous n'avons pas encore résolus, ce n'est pas une si mauvaise chose, parfois, de s'appuyer contre un cocotier pour reprendre la force. Donc, à mon sens, je n'ai pas une attitude totalement exclusive dans ce domaine. Je garde l'esprit ouvert. Si l'ensemble des États ACP, donc y compris les pays lusophones et anglophones, peuvent trouver un modus vivendi monétaire avec la monnaie européenne en construction, ce ne sera pas une mauvaise chose pour l'économie africaine. Mais la zone européenne en construction sera une zone de prospérité. Et on peut dire que tout ce qui renforce la prospérité dans le monde est de nature à constituer des marchés pour les économies en construction. Donc, a priori, je considère qu'une zone de prospérité dans notre voisinage est une
environnement qui pourra permettre de développer un peu plus rapidement l'industrialisation africaine. Et prenons le pari que peut-être nous serons là encore pour voir cela et le confirmer. Professeur Hélène Kodjo, est-ce que les amphithéâtres vous influencent? Vous avez la déformation des professeurs, de quelqu'un qui a quitté des fonctions politiques administratives? Les amphis ne me déforment pas. Je crois que vous voulez dire que parce que je suis devenu un débatteur, voilà, que je ne crains pas de dire la vérité. Voilà. Bon, ouais, ça ne me coûte rien de dire la vérité. Ça ne m'a jamais rien coûté de la dire dans le passé, ça ne me coûte pas aujourd'hui de la dire ici. J'ai été secrétaire général de l'OUA, un poste délicat entre autres. J'ai toujours dit la vérité. Je crois que la diplomatie doit être au service d'une éthique. Moi, je ne vois pas la politique comme la quintessence du réel politique. Ah, je vous le dis, c'est pas ma conception de la politique. Moi, la politique doit avoir un soutènement, un soubassement d'éthique. Et je considère donc que mentir au peuple est une erreur. Et d'ailleurs, comme le dit, je crois que c'est Abraham Lincoln qui le dit, on peut tromper tout le peuple une partie du temps, une partie du peuple tout le temps, mais jamais tout le peuple tout le temps. Alors, je me mets à l'aise dès le départ en disant la vérité au peuple. Et je dis ce que je pense. Je peux arriver à taire certaines choses pour des raisons alors diplomatiques et tactiques. Mais je n'ai pas pour habitude de déformer la vérité, de ne pas la dire. Je préfère alors la taire plutôt que de la déformer et de mentir. Donc c'est tout. Je pense que nos peuples sont plus majeurs qu'on ne pense et qu'ils sont prêts à accepter toute la vérité et rien que la vérité. L'OUA pour vous, c'est un rêve oublié? C'est une expérience passionnante. Ce fut une expérience passionnante. Rêve oublié, question délicate. Je n'y rêve plus à l'OUA, bien sûr, mais je n'oublie pas l'OUA parce que tout de même, c'est une organisation qui mérite qu'on s'y attelle encore une fois, qu'on essaie de lui trouver les voies. Vous y croyez encore autant que quand vous y étiez? Je crois à l'institution. Maintenant, je n'y suis pas et je ne sais pas comment elle marche de l'intérieur. Mais je la veux un peu plus dynamique. Sincèrement, je ne veux choquer personne. Mais l'OUA doit en permanence être au devant de la scène. Elle doit déranger. Elle ne doit pas se contenter de gérer. Il y a deux façons de gérer ce genre d'institution. C'est de dire, je vais faire carrière, je vais avoir 3 mandats, et pour cela, je vais raser les murs. Et c'est de se dire, j'ai l'occasion de rendre service à mon continent, rien ne m'empêchera de le faire. C'est une question de choix. Moi, j'ai choisi la seconde solution. Et je ne m'emporte pas plus mal. Si je juge par l'ovation que me font les jeunes lorsque je rentre dans une salle de conférence. Mais c'est une question de choix. Et je crois que pour l'Afrique, il faut que l'OUA soit au devant de la scène. Il ne faut pas qu'elle suive, il faut qu'elle pose les problèmes, il faut qu'elle étudie l'avenir et qu'elle dise à l'ensemble de la communauté africaine, nous sommes en danger dans tel domaine, dans tel domaine. Aujourd'hui, le continent africain gère 14 à 15 conflits. Combien de temps ça va durer et combien de temps l'OUA va se taire? Ce n'est pas une critique que je formule à l'encontre de qui que ce soit, mais je ne vois pas l'OUA et ça ne me satisfait pas. Monsieur Hélène Kodjo, je vous remercie. Merci.